Alors moi, je vais vous parler de quelque chose d'assez simple, d'assez terre à terre aujourd'hui. Je vais vous parler de la manière dont on essaye d'intégrer toute l'information qui nous est fournie dans des alignements multiples. Alors, l'alignement multiple, je suis désolé, je me rends compte que... Oups on avait un peu coordonné ça avec Didier, non pas du tout. C'est quand même une belle histoire. C'est une belle histoire, ce qu'a fait Darwin, d'observer le vivant, d'observer la diversité du vivant. Ce n'était pas le premier à avoir fait ça, d'observer la diversité du vivant et de dire, derrière tout ça, il y a un mécanisme relativement simple qui explique comment cette diversité apparaît. Alors après, on peut discuter si c'est cette dichotomie, cette fameuse dichotomie des arbres, si les gènes ont une vie beaucoup plus compliquée que celle que Darwin, qui d'ailleurs n'avait pas vraiment la notion de gène, a pu leur prêter. Mais la vérité, c'est que, alors qu'avant Darwin, on cataloguait, et quand je dis Darwin, on peut dire Lamarck, tous ces gens-là étaient dans la même démarche. Pour la première fois, rendre compte de la diversité de la vie, Dieu a fait les choses comme ça et c'est fini, ne suffisait plus. Il fallait expliquer la diversité de la vie par un mécanisme sous-jacent. Et dans ce contexte-là, je pense que ces auteurs du 19e étaient extrêmement modernes, parce que tout ce qu'on fait avec les modèles cachés de Markov, et beaucoup des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est la même chose. On a une activité sous-jacente qui explique la diversité. Et donc, pour rester en Grèce, on est un peu dans la cave, on voit le reflet de cette activité sur le mur, mais l'activité, elle se passe ailleurs, et on est obligé de reconstruire, de recomprendre comment se passe cette activité. Mais justement, la data structure de base pour ça, c'est l'alignement multiple. L'alignement multiple, c'est une organisation de séquences. On a organisé nos séquences qui sont homologues. On suppose qu'elles ont un ancêtre commun. Et on va placer dans la même colonne des caractères dont on suppose qu'ils sont homologues, dont on suppose que quelque part, ils ont une commonalité, une ancestralité commune. Alors pour vous expliquer ça, je suis désolé, j'explique ça à chaque fois que je viens ici, mais j'espère que je vois beaucoup de jeunes visages. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu cette histoire un peu... Cette histoire. Donc c'est une histoire vraie. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais envoyaient leurs avions bombarder l'Allemagne et ils faisaient ces statistiques qu'on fait en temps de guerre, combien d'avions sont partis, combien d'avions vont revenir, combien est-ce qu'il faut entraîner de nouveaux pilotes, etc. Et ils ont demandé à un gars qui s'appelait Abraham Ward de faire un modèle pour savoir quelles sont les parties des avions qu'il allait falloir surprotéger. Alors ce gars a fait un truc très simple. Chaque fois qu'un avion revenait de mission, il reportait l'impact de balle. Alors là, c'est Tim qui revient de la mission de mercredi, là c'est John dans un autre avion qui revient de la mission de mardi, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, les impacts se sont accumulés. Alors qu'est-ce que vous feriez avec cette information? Si on avait un peu plus de temps, on jouerait le jeu. Mais d'habitude, quand je demande ça aux étudiants, il y en a toujours un peu plus courageux ou une, qui lève la main et qui dit « il faut protéger les endroits où il y a beaucoup d'impact ». Ça paraît logique, hein, c'est la première approximation. Puis là, je dis, il y a quelqu'un dans le fond qui dit non, 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 non. Et parce que non, évidemment. S'il y a des impacts, c'est parce que les avions sont revenus. Et si les avions sont revenus, c'est que cet endroit n'était pas si important. Par contre, cet endroit-là, qui est suspicieusement protégé des impacts, on peut se poser la question, est-ce que c'est un endroit que les Allemands ont fait très attention de ne pas toucher cet endroit de l'avion parce que ça porte malheur ou quelque chose? Ou est-ce que chaque fois que les avions ont été touchés ici, ils ont disparu, ils ne sont pas revenus? C'est le plus probable. Donc ça veut dire que la partie la plus critique de cet avion, elle est ici. Alors si je reviens sur mon alignement multiple, vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a une analogie directe entre l'histoire des avions que je viens de vous montrer et l'alignement multiple. Chaque séquence ici, c'est un avion qui évolue indépendamment des autres, et chaque partie ici qui est parfaitement conservée, c'est l'équivalent d'un endroit qui n'a jamais reçu d'impact de balle. Pourquoi? Parce que chaque fois que ce site actif, ou quelle que soit cette région, a été touché, il s'est passé quelque chose qui a eu des conséquences tellement fortes que l'organisme porteur de cette mutation a disparu. Okay. Donc on a juste quelque chose, on a une structure ici qui nous révèle le résultat de milliards d'expériences qui ont été faites en temps réel par la nature. Et ce qu'on a ici, c'est vraiment un résumé d'analyse expérimentale naturelle. C'est juste qu'il y a énormément de facteurs confondants qui font que l'utilisation de cette information n'est pas si facile que ça. Okay. Alors, c'est quelque chose qui a été, cet alignement multiple, cette manière de regarder les données, c'est quelque chose qui a eu un impact considérable sur la biologie qu'on fait aujourd'hui. Après Darwin, les gens se sont mis à reclassifier les animaux sans arrêt. Il y a eu toute une période qui s'appelait de cladistique, où Monsieur Machin décidait que la forme ou la longueur des ailes des oiseaux était le caractère le plus important. Il faisait une classification comme ça, puis se disputait avec quelqu'un qui regardait la forme des baies.
Et il y avait comme ça des disputes sans arrêt sur les reclassifications, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que le substrat de tout ça, c'était la séquence, et que sur la séquence, on pouvait faire des vraies mathématiques. Et alors là, ça a été le renouveau de la biologie évolutive, dans les années 50. Et l'outil de base pour ça, c'est l'alignement multiple. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on s'amusait à imprimer, c'est un papier qui est sorti dans Nature il y a quelques années, si on s'amuse à imprimer la première page de tous les papiers qui ont été publiés depuis le milieu du 19e siècle, ça fait une montagne de papier qui a une empreinte carbone sûrement assez élevée et qui a la taille du Kilimandjaro, d'accord ? Et donc le Kilimandjaro, je crois, c'est 4900 mètres, quelque chose comme ça. La moitié de ces papiers n'ont jamais été cités. C'est quand même assez curieux. C'est Nature, ça. Ouais, c'est Nature qui a sorti cette histoire. Ouais, mais c'est tous les papiers dans tous les domaines. Donc la moitié n'ont jamais été cités. Et tout en haut, on a les papiers très cités. Et dans les 10 papiers les plus cités, le 10e, c'est Clastal W. Je crois, Tikofi, c'est le 1000e ou quelque chose comme ça, ou le 700e, quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire que cette méthode-là est très très importante. Elle a été très utilisée par les biologistes au cours de ces dernières années. Parce que vous avez là, je crois le numéro 1, c'est la coloration des protéines. Donc typiquement, c'est des méthodes qui sont très utilisées. Alors, les alignements multiples, ils sont partout. C'est quelque chose que, quoi que vous fassiez en biologie aujourd'hui, en analyse de données, toujours en sous-jacent, il y a un alignement multiple. Pour prendre une analogie un peu crue, je dirais, parce qu'on est en train de décrire des projets en vend l'alignement multiple, et c'est vrai que l'alignement multiple, c'est pas un truc très sexy à vendre. Et je dirais que l'alignement multiple a, avec la biologie évolutive, le même rapport que l'assainissement des eaux, les égouts, avec le fait de boire de l'eau propre. D'accord ? Si vous voulez boire de l'eau propre, il faut des égouts qui fonctionnent bien. C'est plus facile de vendre de l'eau propre au robinet que la fabrication d'égouts. Et on est un peu dans ce domaine-là avec l'alignement multiple, mais il est bon de se rappeler que pratiquement toutes les analyses faites aujourd'hui dépendent de l'alignement multiple. On a de plus en plus de données. C'est quelque chose qui est absolument incroyable, l'augmentation des données. Et pour vous donner un exemple, alors évidemment, le séquençage coûte cher, beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent en faisant du séquençage, ont besoin de gagner encore plus d'argent. Donc ce projet vient d'être initié, c'est ce qui s'appelle le génome de la Terre, the Earth Biogenome Project, et l'idée c'est de séquencer 1,6 million d'espèces, d'accord ? Donc ça va nous donner une vision de la diversité absolument très complète. Bon, c'est pas si complexe, on pense qu'il y a 7 millions d'animaux sur la planète. Donc ça reste une petite fraction, mais ça reste un projet très intéressant dont il va falloir faire sens. Et nous, ce que nous pensons, c'est que c'est des alignements multiples. Avec un alignement comme ça, on peut quand même aligner jusqu'à 1 milliard de kinases. D'accord ? Avec en moyenne 500 kinases par génome, on est entre 700 et 800 millions de kinases. On est proche du milliard. Donc ça fait... Alors, est-ce que ça sert à quelque chose ? C'est une bonne question, c'est une question importante qu'il faut se poser. Un alignement multiple, en réalité, c'est utilisé pour voir la manière dont une divergence a eu lieu depuis une origine commune. Alors cette divergence, elle est soit dichotomique, soit c'est un arbre binaire, soit c'est quelque chose de plus complexe, mais malgré tout, l'alignement multiple nous permet de voir dans le passé. C'est très semblable dans ce cadre-là à ces télescopes comme Hubble ou les choses comme ça. Donc quand on regarde très très loin dans l'espace, en réalité on regarde dans le passé, on regarde vers l'origine des temps. Ce qu'on voit avec Hubble, ce sont des choses qui se sont passées il y a des millions d'années, voire peut-être même des milliards d'années. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'avec ces très très gros alignements, on va être capable de voir ou de comprendre des choses qui se sont passées il y a très longtemps ? Ou de manière plus générale, est-ce qu'on va être capable d'identifier des forces très très faibles qui dominent l'évolution des protéines, mais qui sont très difficiles à mesurer au niveau d'une seule protéine. Et alors, il y a quelques années, avec Fyodor Kondratchev, on a publié ce papier qui était assez amusant, qui montre que certains aspects épistatiques, certaines relations entre les positions dans des séquences ne sont vraiment mesurables que si on a suffisamment de données. Avec peu de séquences, on ne voit rien, mais quand on se met à aligner des milliers de séquences, là on avait été au moins 1000 séquences, à l'époque c'était gros, et on est monté jusqu'à 10 000 séquences. Aujourd'hui, avec les données disponibles, on peut aller jusqu'à 1,5 million de séquences, d'accord ? Et ce n'est qu'une fraction de ce qu'on va devoir aligner bientôt. Alors, une très bonne raison de faire ça, par exemple, une raison évidente de faire des gros alignements multiples, elle est apparue il n'y a pas longtemps, avec les prédictions de structure tertiaire. Vous savez que prédire la structure d'une protéine, c'est très difficile, voire même impossible. C'est considéré comme un des grands problèmes de la biologie.
tous les gens qui ont mon âge, dans les années 90, voulaient faire leur doctorat sur la prédiction des structures tridimensionnelles de protéines par mutation compensée. On a 2 colonnes, quand ça change ici et que ça change là, on finit par en déduire que ces 2 positions sont en contact. Aucune méthode ne fonctionnait. Il y a des méthodes très très sophistiquées qui sont sorties, ça ne fonctionnait pas, tout le monde s'est déprimé, on a arrêté de travailler dessus. Et ce qui s'est passé, ce qui a été montré au début, il y a environ une dizaine d'années, c'est qu'en réalité, ce n'est pas les méthodes qui ne fonctionnaient pas, c'est les données qui ne fonctionnaient pas. C'est-à-dire qu'on n'avait simplement pas assez de données pour avoir des colonnes suffisamment informatives. Alors il y a eu des petites améliorations méthodologiques, mais on peut montrer que tout ce qui s'est amélioré ces dernières années, c'est le fait qu'on avait beaucoup plus de données. Et maintenant, entre le deep learning, qui est une autre histoire aussi, de quelque chose qui avait l'air de ne pas fonctionner, mais qui en réalité fonctionnait déjà très bien dans les années 90, on peut aujourd'hui prédire les structures tertiaires de la plupart des protéines avec une précision qui est surprenante par rapport à ce dont on pensait être capable il y a encore une dizaine d'années. Donc ça, c'est très important, c'est très utile. Je vous montre un papier de benchmark qui a été fait où on peut comparer les méthodes d'alignement multiple en fonction de leur capacité à prédire la structure tridimensionnelle des séquences. Et on peut montrer que meilleur est l'alignement multiple, meilleure va être la prédiction de structure tridimensionnelle. Alors, la question est de savoir, génial, des méthodes qui alignent des séquences, plus de séquences à aligner, est-ce que quand on va augmenter le nombre de séquences, on va avoir des alignements de plus en plus informatifs? Parce que c'est ça la vraie question. Et la réponse n'est pas du tout claire. Mais avant de vous donner la réponse, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors comment fonctionnent les algorithmes d'alignement multiple? Oups. Donc, en réalité, l'algorithme de base, c'est l'algorithme qui va aligner 2 séquences. Comment on aligne les séquences? Typiquement, en ayant des modèles évolutifs qui vont dire « alignons ces séquences comme si elles avaient évolué de la manière la plus directe possible ». Ça s'appelle le principe de parcimonie, qui déjà est faux à la base parce qu'il n'y a aucune raison, c'est juste un principe statistique en réalité. Introduit par Darwin. Introduit par Darwin. C'est pour ça que c'est faux. Et donc... ça veut dire l'avarice, la parcimonie, c'est l'avarice. Exactement, très protestant. On compte. Alors, donc l'idée de cet algorithme qui minimise... Donc on peut l'amener à une version tridimensionnelle ou multidimensionnelle, d'accord? Et c'est exactement comme ça que fonctionnent tous les programmes d'alignement multiple aujourd'hui. Alors, je me suis amusé ici à vous faire quelque chose. Donc, si je donne 2 globines à aligner à un étudiant, ben, ça prend à peu près 1 minute sur un algorithme de base. Alors, si on utilise ce même algorithme qui fait la parcimonie sur 2 séquences, si on le fait en 3 dimensions, sur 3, ça va prendre 2 heures. Alors, on a un étudiant content qui pense qu'il a réussi sa journée. 2 heures, c'est du travail, on peut rentrer à la maison. Mais si c'est un stage, bon, ça va être plutôt 4 globines. Alors, 4 globines, c'est 10 jours. 10 jours à regarder l'ordinateur, c'est ça. À 5 globines, on passe à 3 ans, c'est un doctorat, c'est clair. À 6 globines, ça devient un long postdoc. À 7 globines, il va falloir passer en paléo-archéologie. Et à 8 globines, moi, je ne vous dis pas que la vie basée sur le carbone aura la moindre utilité à ce moment-là. On est à 3 millions d'années. Alors moi, j'ai pas 3 millions d'années, j'ai pas 10 millions d'années, j'ai pas 200 000 ans, mais j'ai aligné plusieurs milliers, voire même des dizaines de milliers de globines. Donc comment est-ce que j'ai fait? C'est très simple, j'ai triché. Et je vais vous montrer comment on triche, parce que ce problème-là, c'est ce qu'on appelle en informatique un problème NP complet. NP complet, ça veut dire que, quelle que soit la manière dont on l'aborde, on n'arrivera jamais à calculer de manière exacte la solution. On sera toujours obligé d'avoir une approximation. Le problème NP complet le plus classique, c'est le problème du voyageur de commerce qui doit passer par toutes les villes en faisant le tracé minimal. D'accord ? On ne peut pas solutionner ce problème sans considérer toutes les solutions. Et le nombre de solutions augmente de manière exponentielle avec le nombre de villes. Donc on est obligé d'utiliser des approximations. On appelle ces approximations des heuristiques. Alors l'heuristique le plus connu, c'est quelque chose, c'est celui qui est dans Clostal W, c'est l'algorithme progressif, d'accord? Alors c'est un algorithme, en anglais on dit greedy heuristic, en français c'est encore plus savoureux, on appelle ça un algorithme glouton. Alors c'est quoi un algorithme glouton? C'est un algorithme, l'image que j'aime bien donner à mes étudiants, imaginons que j'aille à la cantine aujourd'hui et il n'y a plus de plateau, il n'y a plus rien. Alors en Espagne typiquement on a 3 plats, donc je me mets devant le premier endroit, il y a des pommes de terre, alors j'ai très faim, je me goinfre de pommes de terre. Je ne plus avoir faim, puis je fais un pas de côté et je dis oh, du caviar et
des langoustes, mais j'ai plus faim parce que je me suis goinfré de pommes de terre. Et donc ça, c'est un algorithme greedy, c'est un algorithme de glouton, c'est un algorithme qui fait au mieux à la première étape et qui n'a pas la capacité de remettre en cause les décisions qui ont été prises au début. Okay, donc c'est des algorithmes qui sont très efficaces d'un point de vue de calcul. J'ai mangé toutes mes pommes de terre, j'ai plus faim, mais qui en termes d'optimisation ne sont pas du tout efficaces. J'aurais préféré me remplir avec du caviar et de la langouste. D'accord, mais comme je n'ai pas pu avoir une vue d'ensemble du problème, j'ai été obligé de prendre les mauvaises décisions très tôt. Alors, comment ça fonctionne? Donc c'est très rapide. Donc l'idée, la première étape, c'est qu'on va faire un clustering des séquences. Et alors, parce qu'on aligne les séquences 2 par 2, on va les grouper ici 2 par 2. Et on va commencer à aligner les séquences faciles en ajoutant ensuite les séquences difficiles. Donc ici, on fait un premier alignement de ces deux séquences. Une fois qu'on a aligné les séquences bleues, on ne va plus les retoucher. Elles seront alignées pour toujours. C'est là, évidemment, qu'on fait des erreurs. Et c'est pour ça que cet algorithme, vous allez le voir dans un instant, ne fonctionne pas avec des gros datasets. Ensuite, on va aligner les rouges et les bleus, parce qu'elles sont censées être intermédiaires, mais on va maintenant traiter les bleus comme une seule séquence et les rouges comme une seule séquence. C'est comme ça qu'on gagnera du temps. Donc si ça prend 1 minute d'aligner les bleus, 1 minute d'aligner les rouges, d'aligner les bleus et les rouges, ça nous prendra 1 minute de plus. Donc au lieu que ça prenne 300 000 ans, ou je ne sais plus combien pour 4 séquences, ça prendra 3 minutes. Et pour 8 séquences, au lieu de 3 millions d'années, on sera à 7 minutes. D'accord ? Par définition, on triche ici parce qu'on n'autorise pas toutes les séquences à échanger de l'information. Et c'est pour ça que l'algorithme est un algorithme glouton, et c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Alors, regardons un peu comment fonctionnent toutes ces choses. Donc, c'est vraiment un algorithme qui a été très, très utilisé. Tous les aligneurs actuels fonctionnent sur ce principe, d'accord ? Avec beaucoup, beaucoup de variations. Ça, c'est une revue qu'on a fait avec des étudiantes il y a quelques temps. On s'est amusé à présenter. Donc là, ici, vous avez toutes les variations algorithmiques qu'il peut y avoir. Là, vous avez tous les algorithmes. Et vous voyez que c'est une heatmap qui est aussi fragmentée qu'elle le peut. Et le fait qu'elle soit tellement fragmentée, ça veut dire que, grosso modo, rien ne marche. D'accord ? C'est vraiment, quand vous avez une telle fragmentation de méthodes, ça veut dire qu'aucune méthode ne marche vraiment bien. Alors, en théorie, en théorie, tel qu'on l'enseigne, tel que je l'ai enseigné pendant toutes ces années, ça devrait marcher. Plus on a de séquences, mieux ça devrait marcher. Pourquoi ? Parce qu'on a cette image intuitive d'une espèce de saut de puce d'une séquence à l'autre, entre des séquences qui pourraient être très éloignées d'un point de vue évolutif, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences intermédiaires. Et donc tout le monde pensait que ça marcherait très, très bien. Et pendant plein mal d'années, on a publié, ça c'est pas nous qui l'avons publié, c'est nos compétiteurs, mais ils ont montré qu'avec des séquences difficiles à aligner, si on rajoutait des séquences intermédiaires, on augmentait la qualité des alignements. Je vous expliquerai dans un instant comment on décide si un alignement est correct ou pas, mais pour l'instant, sachez que juste ces pourcentages, 35, 45 ici, indiquent juste la qualité de l'alignement. Donc vous voyez ici on a un dataset, si on rajoute 100 séquences intermédiaires, on passe de 35% à 43%. Avec Tikofi, ça marche aussi. Avec Tikofi, on passe de 43% à 49%, d'accord, en rajoutant des séquences intermédiaires. Mais là, on est en train de parler de tout petits alignements. On est en train de parler d'alignements de 100, 150, 200 séquences. Récemment, c'est mon ancien directeur de thèse qui a fait ça, le papier Clustal Omega, qui est une des méthodes les plus utilisées en large scale aujourd'hui. Ce qu'ils ont montré, c'est que, toutes choses étant égales, pas le temps de vous expliquer le détail du papier, mais vraiment toutes choses étant égales, quand on augmente le nombre de séquences, la qualité des alignements augmente effectivement, et au-dessus de 1000 séquences, pour des raisons dont on va discuter dans un instant, la qualité se met à diminuer. Alors ça, c'est un papier, ça leur a fait beaucoup d'ennemis, parce que c'est vraiment quelque chose qui allait contre l'attente du moment, contre la narrative du moment. Il ne faut pas aller contre les narratives du moment, c'est une très mauvaise idée. Ça t'a coûté beaucoup à certains ici. Et donc, quand on voilà, je dis rien de neuf. Donc l'idée de cette narrative, c'était que normalement, ça aurait dû continuer à augmenter. Donc ici, on devrait arriver à 100%, 100% par rapport aux alignements de référence. Et ce que ça veut dire, c'est que vous prenez votre petit alignement de séquence, vous l'alignez, ça va avoir, je ne sais pas moi, 70% de correction. Vous prenez ces mêmes séquences dans un très très gros dataset, et bien ça va se mettre à descendre, et plus vous aurez de séquences, moins vos alignements seront corrects. Alors ça pose un très très gros problème, parce qu'on est dans l'époque du séquençage à très haut débit, on veut séquencer 1,6 million de génomes animaux. Qu'est-ce qu'on va faire si plus on a de données, moins les modèles sont fiables? C'est la question qu'on va essayer d'adresser ici dans un moment.
Donc, ce qui est bien, ce que j'aime avec la biologie, c'est qu'en biologie, les choses ne sont jamais aussi graves qu'elles ne puissent pas devenir encore plus graves. D'accord ? C'est sûrement pareil en médecine, j'imagine. Donc, les grands alignements ne sont pas seulement inexacts, ils sont aussi instables. Et ça, c'est quelque chose qu'on a montré avec une de mes étudiants. Alors, c'est quoi l'instabilité ? L'instabilité, c'est très simple. Vous avez une méthode 1. Et puis, cette colonne ici va être alignée comme ça, et avec exactement les mêmes séquences, tout étant identique, mais avec une autre méthode, vous allez avoir cette colonne qui est alignée de manière différente. Ça, c'est l'instabilité. C'est pas bon, ça, parce qu'il faut bien se dire que dans un alignement, chaque fois qu'on aligne un résidu avec un autre résidu, on fait une hypothèse implicite. On fait une hypothèse que ces deux résidus sont structurellement identiques, fonctionnellement identiques ou évolutivement identiques, tout en ayant clair que ces trois choses n'ont pas à être la même chose, d'accord ? Il peut y avoir un alignement qui va être structurellement correct, mais qui n'est pas évolutivement correct. Si vous faites de l'analyse de structure, c'est pas grave. Il peut y avoir un alignement qui va être fonctionnellement correct, vous alignez les sites actifs, mais qui ne sera pas forcément évolutivement correct. C'est pas grave non plus. Il faut garder en tête que l'alignement, c'est un modèle qui doit être agnostique, c'est-à-dire qu'un alignement pour une application particulière. Et ces applications n'ont pas... Il y a aucun... Quand vous faites des alignements de séquences, il y a une attente parcimonieuse, d'accord ? C'est ce qu'on disait il y a un instant. Mais il n'y a pas de police de la parcimonie. Hein. Une séquence ne va pas être arrêtée parce qu'elle a muté plus lentement ou plus rapidement. La parcimonie, ou le scénario le plus probable, c'est juste une ligne, avec autour de cette ligne une enveloppe de tout ce qui peut se passer avec une probabilité raisonnable, sans être le scénario le plus probable. Okay ? Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que l'alignement, c'est une collection d'hypothèses. Et quand deux méthodes donnent des collections d'hypothèses différentes, on a un problème. Il y en a forcément une qui a tort. Alors, ça c'est quelque chose qui était connu depuis longtemps. C'est un papier par Suchard, c'est un très joli papier, où il a montré à l'époque qu'on prenait des tout petits datasets, pas énormes, je crois 7 ou 8 séquences, et en alignant ces séquences avec toutes les méthodes du moment, plus souvent que non, on avait des arbres différents, des arbres phylogéniques qui avaient des topologies différentes. Donc ça posait un gros problème parce que la plupart des papiers, la plupart des publications utilisent seulement une méthode et disent c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et alors avec des très bons bootstraps et tout ça, impossible de distinguer. Parce qu'il faut savoir que si je vous donne un alignement, vous pouvez décider de manière objective quel est l'arbre qui correspond le mieux à cet alignement. Ça, c'est facile. Par contre, si je vous donne 7 alignements et 7 arbres, vous n'avez aucun moyen simple et objectif de décider quel est le meilleur arbre ou le meilleur alignement. C'est très difficile. Mais comme c'est de la biologie, les choses ne sont jamais suffisamment graves pour qu'elles ne puissent pas empirer. Et alors nous, ce qu'on a montré l'année dernière, c'est qu'en réalité, étant donné un gros dataset, si vous changez l'ordre d'alignement des séquences, donc vous prenez les séquences, vous les alignez une fois, vous changez l'ordre, vous les réalignez, et bien vous allez avoir des alignements spectaculairement différents. Hein. Et sur les alignements difficiles, les alignements qui ont un faible niveau d'identité, vous voyez qu'ici on est en 60% de reproducibilité. Ça veut dire qu'il y a quasiment une colonne sur deux qui va être différente quand vous réalignez. Alors on a utilisé ça, c'est un problème, nous on ne sait pas le résoudre. Dans le papier on explique l'explication, elle est un tout petit peu mathématique, donc je ne la donnerai pas ici, mais nous on ne sait pas le résoudre. Tout ce qu'on sait, c'est que s'il y a une source d'instabilité, on peut l'utiliser pour décider si on peut faire confiance ou pas au modèle. Donc nous, on a utilisé ça pour faire un nouveau bootstrap, une mesure de fiabilité des branches des arbres, un peu généralisée, qui permet de dire, voilà une branche qui ne change pas quand on change l'ordre des séquences. Celle-là, elle est solide. Voilà une branche qui vraiment n'est pas constante quand on change l'ordre des séquences. Et c'est ce qu'on a fait. Alors le dilemme, il est réel. Donc, beaucoup de séquences, on va avoir des bons modèles 3D, par exemple. Beaucoup de séquences, on va avoir des alignements inexacts. Et si les alignements sont inexacts, on va avoir des modèles de 3D inexacts. Donc, on est dans un cercle vicieux très très bien défini, ce qui est intéressant parce que ça donne du travail aux gens comme moi. Donc, je ne me plains pas quand les choses ne fonctionnent pas comme ça. Alors, pourquoi est-ce que les gros alignements sont si mauvais ? Alors, il y a plein de raisons, et on peut discuter beaucoup, et c'est un peu ce qu'on discute en long et en large dans le papier qu'on a, donc je vous montrerai. C'est un préprint qui est dans BioArchive en ce moment. Il est en revue depuis 3 mois à Nature Biotech. Alors 3 mois, c'est un peu long. Donc, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Danchin qui disait... on ne sait pas quel est le but de la vie,
mais on sait que quel que soit le but de la vie, la persistance y contribue. D'accord ? Plus on existe longtemps, plus on a le temps de disséminer ses gènes, toutes ces choses-là. Donc, d'être 3 mois en revue à Nature Biotech, c'est un exercice de persistance. C'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai aucune idée si c'est bon ou pas. Hein. Peut-être mon groupe pense que l'éditeur est mort, tout simplement. Je vous dirai. Alors, donc, c'est possible, on a le même. Depuis 3 mois, on n'a toujours pas de réponse. C'est lui. Alors, les aligneurs sont basés sur l'alignement de gros profils. Alors, qu'est-ce que c'est un profil ? Je le montrais il y a un instant. Quand j'aligne mes séquences bleues, eh ben, je transforme mes séquences bleues en un profil. C'est-à-dire que c'était 2 séquences indépendantes, ça devient une seule séquence. Et ça pose plein de problèmes. Ces grands profils contiennent surtout des gaps. Hein. Quand on est à 10 000, 1 million de séquences, c'est vraiment 99,999% de petits signes, de petits signes moins dans l'alignement, qui contiennent très peu d'informations. Et un gros souci qu'on a avec les profils, c'est que dans les très très grosses colonnes, la plupart de l'information mutuelle est perdue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez cet exemple ici. Donc ici, ce sont des séquences, ce sont 4 séquences. Et alors dans ces séquences, chaque fois qu'on a la lettre X ici, on a la lettre Y là, d'accord ? Et chaque fois qu'on a la lettre Y là, on a la lettre X ici. Si c'est de l'ARN, pensez à une mutation compensée, G d'un côté, C de l'autre, et de temps en temps, les choses s'inversent. Le profil, cette histoire d'information compensée, ça ne l'intéresse pas du tout. Le profil fait simplement une moyenne. Alors ce que le profil va dire, c'est que cette séquence-là, ah oui, il est content, elle fait partie de la famille, mais il va dire que cette séquence-là, Y et Y, elle fait tout aussi bien partie de la famille. Pour le profil, il n'y a aucune différence d'appartenance entre cette séquence et cette séquence-là. En réalité, cette séquence-là, Y ici et Y là, vous ne l'avez jamais vue, et sans doute vous ne le verrez jamais, parce que vos données vous disent que c'est quelque chose qui est très très peu probable par rapport à l'évolution des séquences. Alors quoi ? C'est une chose, ce sont des problèmes qui vont s'accumuler au fur et à mesure qu'on aura des datasets de plus en plus gros. Les profils ne s'intéressent pas à la covariation. Il y a un autre problème, c'est la manière, pour des raisons algorithmiques, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là ici, mais cet alignement et cet alignement-là sont totalement équivalents d'un point de vue algorithmique. Votre aligneur n'a aucune capacité de distinguer entre mettre le gap à droite ou mettre le gap à gauche. Pour l'alignement lui-même, ça ne fait aucune différence. Par contre, dans un contexte progressif, quand il va s'agir d'aligner ce bout avec celui-là, eh ben on va se rendre compte qu'au lieu d'avoir un caractère parfaitement conservé dans la famille, ce qui serait tout à fait logique, on va avoir un caractère qui apparaît non conservé. Et ça, c'est des problèmes qui vont se multiplier et s'accumuler au fur et à mesure qu'on accumulera les séquences. Alors comment est-ce que nous, on a essayé d'adresser ce problème ? Alors, on a adressé ce problème avec un algorithme dont on est très fier parce que, au lieu de l'appeler progressif, on l'a appelé régressif. D'accord ? Donc c'est un algorithme régressif. Parce qu'il fonctionne exactement à l'inverse des algorithmes actuels. Tout ce que font les algorithmes actuels, lui le fait, mais à l'envers. Et ça fonctionne finalement beaucoup mieux. Alors, les gaps, on va essayer d'éviter d'aligner des très gros datasets. Ce que j'appelle l'aplatissement, le fait que le profil dit que XY et YX c'est la même chose, ça on va éviter. Et ensuite, on va surtout, et c'est ça vraiment le secret de l'algorithme, on va éviter les décisions précoces. On va éviter de prendre toutes ces décisions précoces quand les séquences bleues sont alignées ensemble et les séquences rouges sont alignées ensemble. On va partir du principe, dès le départ, que toutes les séquences ont quelque chose à dire à toutes les séquences. Et ça, je suis fier de dire ici que c'est non darwinien, d'accord ? Parce que ça contient l'idée que tous les éléments d'information que vous avez parlent les uns avec les autres et que vous avez besoin de l'ensemble de cette information pour prendre la moindre décision sur votre dataset. C'est Adamsonien. Hein ? C'est Adamsonien. C'est Adamsonien. Oui. Alors, donc cet algorithme régressif. Alors comment va fonctionner cet algorithme régressif ? Là, je vais vous raconter un tout petit peu d'algorithmique, ce sera 5 minutes d'algorithme. Alors l'idée, elle est très simple. La première idée, c'est, voilà un arbre. Alors on a malgré tout besoin de grouper nos séquences en fonction d'un arbre. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet arbre, on ne pourrait pas travailler avec des matrices, c'est-à-dire que s'il y avait
des branches qui vont de nœud à nœud comme ça nous poserait des problèmes. Mais on n'est pas obligé de travailler avec des arbres binaires. On peut travailler avec des arbres, ce que les informaticiens appellent des arbres B, c'est-à-dire des arbres qui ont un niveau de connectivité des nodes, des nœuds qui varient. D'accord ? Mais l'idée est la suivante. Voilà nos séquences. Alors, ici, j'ai triché un tout petit peu. Chaque séquence a un nombre différent, et ce nombre, en fait, c'est sa longueur. C'est juste pour vous expliquer l'algorithme. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'étiqueter chaque nœud avec la séquence la plus informative contrôlée par ce nœud. Alors, qu'est-ce que c'est la séquence la plus informative? Il y a plein de manières de définir la séquence la plus informative, qui peuvent être très très onéreuses d'un point de vue de calcul, qui peuvent être plus ou moins exactes d'un point de vue mathématique. Mais si on va partir sur quelque chose de très simple, on va dire que la séquence la plus informative, c'est la séquence la plus longue. Alors vous voyez ce nœud ici, il y a une séquence qui a une longueur de 2, une séquence qui a une longueur de 1. C'est la séquence qui a une longueur de 2 qui devient l'étiquette. Ici, 6 et 4, 6, 5 et 3, 5, 11 et 8, 11, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on utilise la plus longue séquence. Mais n'importe quel critère mieux pensé fonctionnerait. Et ça veut dire que quand on a terminé, ben ici, tout en haut, à la racine, on a la séquence la plus longue, d'accord ? Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est que ici, juste un étage au-dessous de la racine, on a les deux séquences les plus diverses, d'accord ? Parce qu'elles ont été recueillies en montant le long de l'arbre. Donc quand on redescend le long de l'arbre à partir de la racine, on a la capacité de collecter les éléments les plus divers. Et ça, c'est très important. C'est très important pour l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va d'abord collecter les n séquences les plus représentatives. Alors, n combien? Dans l'algorithme tel qu'il est implémenté aujourd'hui, 1000, parce que c'est la frontière où la fiabilité des alignements se dégrade. Mais dans cet exemple ici, n égale 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est sur la racine, on descend à droite, on descend à gauche, on a la séquence 11 et la séquence 14. Est-ce qu'on a 3 séquences? Non. Alors, on continue à descendre, donc on descend à droite et à gauche ici. Combien de séquences? 1, 2, 3. Si on n'avait pas atteint 3, on descendrait maintenant ici et là, mais là on a 3 séquences. On a notre alignement par rang. Il contient 3 séquences, la séquence 6, la séquence 11 et la séquence 14. Ces 3 séquences, c'est le lot de séquences le plus divers qu'on pouvait réunir à partir de cet arbre. On ne pouvait pas avoir des séquences plus diverses étant donné l'arbre. Et ensuite, c'est un algorithme itératif, c'est un algorithme récursif. Donc on va recommencer à partir de chaque élément de cet alignement par an, on va reconstruire, on va réidentifier un nouveau dataset de 3 séquences. D'accord? Et on va recommencer à nouveau, et on va identifier à partir de chaque élément. Alors ici on a des feuilles, on n'a plus rien à faire. Par contre ici on est encore dans un nœud central, et donc ce 6 va être remplacé par, ou va être associé à cet alignement, à cette seconde génération, 6 et 4. Alors qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne quelque chose de très intéressant. Ça nous donne des petits alignements. Ici, ils n'ont jamais plus de 3 séquences. Dans la réalité, on est à 1000 séquences. Des petits alignements qui peuvent tous être alignés séparément les uns des autres. D'accord? On les envoie dans un cluster et ils vont être calculés séparément. Donc, en évitant d'avoir des très très gros datasets, on va avoir beaucoup moins de gaps dans nos alignements. Ça, c'est important. L'étape suivante résulte du fait que tous nos alignements, donc quand on est le long de l'arbre, vous voyez ici vous avez la séquence 6 qui est dans l'alignement parent, mais la séquence 6 vous la retrouvez aussi dans l'enfant de première génération. Et la séquence 6 vous la retrouvez aussi dans l'enfant de deuxième génération. Ça veut dire que ces 3 alignements, sans aucun calcul, peuvent être combinés à travers cette séquence commune. D'accord ? Donc vous n'avez pas à recalculer vos alignements. Vous avez juste à combiner vos alignements qui sont compatibles grâce à la séquence intermédiaire. D'accord ? Et ça, c'est très puissant parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aligner, on n'a pas besoin d'utiliser des techniques de profil-profil pour aligner des colonnes avec des colonnes. On se contente d'utiliser les séquences communes pour réunir tous ces alignements qui ont été identifiés en utilisant la structure de l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a d'abord quelque chose qui nous permet d'utiliser n'importe quel arbre guide. On appelle ces gros arbres qui clusterisent les séquences avant, on appelle ça des arbres guides. Ensuite, on a quelque chose qui nous permet d'aligner des petits alignements avec n'importe quelle méthode. Et ensuite, on a quelque chose qui nous permet de combiner tout ça en un seul modèle très 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 rapidement. Est-ce que ça marche? C'est ça la question. On peut toujours faire des nouvelles méthodes, mais on doit se poser la question de savoir si ça marche. Alors là, je vais terminer pendant ces 5-6 dernières minutes, je vais terminer en vous montrant
les benchmarks, en vous montrant comment on benchmark ces méthodes. Alors, comment est-ce qu'on benchmark une méthode d'alignement multiple de large échelle? Alors, on utilise quelque chose qui est très similaire, probablement beaucoup d'entre vous sont exposés au single cell sequencing ces temps-ci et toutes ces choses-là, au spiking. C'est exactement la même idée que du spiking. Pour savoir si un alignement est correct, aujourd'hui, typiquement, on utilise une superposition de structures. C'est-à-dire qu'on prend des séquences dont la structure est connue, on la superpose, et ça, on arrive à avoir des très bons alignements. Et ensuite, on aligne cette séquence avec une méthode d'alignement de séquences, Lycophi, Clausthal, ce qu'on veut. Et on dit, si la séquence a fait aussi bien que la structure, on est content, c'est une bonne méthode. Si l'alignement de séquence est très différent de la structure, c'est une mauvaise méthode, on n'est pas content. Le problème, c'est que des structures, on n'en a pas beaucoup. On a très peu de structures. Donc, pour des très gros alignements de plusieurs milliers de séquences ou plusieurs dizaines de milliers de séquences, que faire? Ce qu'ont fait les auteurs de Clausthal-O, c'est qu'ils ont pris une dizaine de séquences avec des structures connues et ils les ont mélangées avec des séquences dont la structure n'était pas connue. D'accord ? Ensuite, on fait le gros alignement, on sort la projection de ces trois séquences et on pose la question, est-ce que les structures sont alignées à l'intérieur de ce gros alignement comme la référence? Alors, par exemple, ici, vous avez les résidus 5 et 7 de ces deux séquences, ils sont alignés pareil, vous êtes content, un point. Et puis là, vous avez 9 et 8, là, il y a un problème, parce que dans le gros alignement, vous avez 9 alignés avec 8 ici, et dans l'alignement de référence, 9 et 8 ne sont pas alignés. Alors là, vous n'avez pas un point. Donc, on peut agglomérer cette mesure comme ça, et on peut décider de manière très objective si le gros alignement récapitule le petit alignement, ou si le gros alignement échoue à récapituler le petit alignement. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plein de problèmes avec cette méthode, on pourrait en parler en long et en large. Alors, la première question qu'on s'est posée, donc la force du protocole que je vous ai montré, c'est qu'il est totalement agnostique pour ce qui est de la méthode d'alignement et pour ce qui est de la méthode qu'on utilise pour faire le gros arbre. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire quelque chose de très précis. Ça veut dire que je peux prendre ma méthode favorite, Clausthal-O, embed c'est l'arbre guide de Clausthal-O, et je peux utiliser Clausthal-O de manière progressive, c'est-à-dire comme les auteurs l'ont fait, c'est la manière normale. Et là, ça a 39 points de correction, 39% des résidus sont bien alignés, ou je peux utiliser Clausthal-O de manière régressive. C'est-à-dire que j'utilise l'arbre de Clausthal-O, j'utilise l'alignement de Clausthal-O pour tous les alignements intermédiaires, mais cette fois, je lis mon arbre de manière régressive. Je crois qu'on est très fiers d'une table comme celle-là, parce que si vous lisez un peu, s'il y en a d'entre vous qui s'intéressent à la littérature des alignements multiples, typiquement, l'histoire est toujours la même. Les gars arrivent et ils disent on a cette méthode qui fonctionne très très bien, ils ont changé tous les paramètres et ils disent regardez on a de meilleurs alignements. Moi je ne trouve pas ça convaincant du tout parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles une méthode va avoir l'air de marcher mieux, peut-être qu'ils ont changé la matrice de substitution ici, il y a plein de choses. Ici, tout, absolument tout est égal, tout est contrôlé. La seule différence entre cette colonne, la colonne qui est ici et la colonne qui est ici, c'est qu'au lieu de lire l'arbre de bas en haut, de manière progressive, on lit l'arbre de haut en bas, de manière régressive. C'est la seule différence. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on pense que ça va être un papier d'assez fort impact. Mais en réalité, plus souvent que non, même quand ça ne fonctionne pas, on a une toute petite dégradation. Par contre, dans la plupart des cas, une méthode est aidée. Une méthode s'aide avec elle-même. D'accord ? Et alors, l'intérêt... Alors, malgré tout, on n'y est pas. Parce que vous voyez ici, même au meilleur qu'on soit, à 39 points, eh bien, on est toujours environ à 10 points de ce qu'on aurait si on alignait les petits datasets ensemble. C'est-à-dire que vous avez ces tout petits datasets qui contiennent des structures, vous les alignez avec votre méthode favorite, quelle qu'elle soit, ben vous aurez une précision très nettement supérieure à la précision que vous allez avoir quand vous mettez ces petits datasets dans les gros datasets. Ça reste une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les 1,6 million de séquences du génome de la planète, ça voudra dire des modèles de moins en moins bons. Donc ça pose un problème. Mais on n'a pas fini. C'est-à-dire que grâce à ce protocole, nous sommes maintenant capables de déployer des méthodes qui n'étaient pas faites pour être déployées sur des gros datasets comme ça. Par exemple, vous avez cette méthode qui s'appelle GINSI. C'est la méthode la plus précise. En théorie, on ne peut pas la déployer sur des datasets plus gros que 1000 séquences. Déjà, eux, ils donnent 200, nous, on arrive à 1000. Il n'y a aucun moyen. Ici, on est en train d'aligner notre plus gros dataset, je crois qu'il fait 90 000 séquences, ici. Donc, c'est des gros trucs. Eh bien, on arrive à avoir une précision, ici, qui est très comparable. Vous voyez, en utilisant GINSI, on a gagné 10 points, ce qui nous ramène pratiquement au niveau
de ce qu'on aurait eu si on avait utilisé GINSI seulement sur les petits datasets. Donc c'est vraiment un progrès considérable. Alors, en général, en biologie, et surtout en biologie de ces choses-là, dans cette algorithmique-là, il y a toujours comment dire, un compromis entre la précision et la vitesse. D'accord? Et ça pose un problème. Par exemple, c'est ce qu'il y a. Tikofi, c'était une méthode très très chouette, j'en suis très très fier, mais c'était une méthode très lente. Et la plupart du temps, les gens me disaient moi, je ne fais pas la différence entre un alignement qui est 70% correct ou 75% correct, donc je vais utiliser MAF qui va très très vite, et je serai très content, et ça ira. D'accord? Donc, avec Tikofi, on avait une niche. Il y a des choses qu'on peut faire avec Tikofi que personne d'autre peut faire, avec les structures, des choses comme ça. Mais de manière générale, dans la biologie qu'on fait aujourd'hui, il vaut mieux être rapide parce que tout le monde est approximatif. Il vaut mieux être rapide et approximatif que lent et un peu moins approximatif. Alors cette méthode-là, son intérêt, c'est que comme on n'aligne jamais des datasets plus gros que 1000 séquences, eh bien en réalité, la plupart du temps, on est significativement plus rapide que la méthode de base. Par exemple, Clostal-O en régressif va prendre 570 secondes en CPU par séquence, je ne sais plus comment c'est fait, et va prendre 338 en régressif. Donc le régressif sera plus souvent que non plus rapide que le non régressif. Il y a un seul cas ici où on perd un peu avec je crois, ici, voilà. Avec SPERScore, la dernière version de MAFT, on est un tout petit peu plus lent, mais pas beaucoup. Et avec ces versions-là, ne cherchez pas, il n'y a pas de chiffre ici, parce qu'on ne peut simplement pas faire tourner ces versions sur des datasets de la taille de ceux qu'on a regardés ici. Alors si je représente ces données de manière un peu plus schématique, ici vous avez le temps que nécessite la méthode, ici vous avez la précision, et donc là vous avez typiquement ce qu'on veut avoir, c'est-à-dire qu'on veut avoir quelque chose qui est plus lent, qui va dans ce sens-là sur le CPU, et qui est plus précis, qui va dans ce sens-là pour la précision. Et vous voyez que dans pratiquement toutes les méthodes, et en particulier les plus précises, on va dans la bonne direction. Okay? Donc c'est quelque chose suffisamment rare pour être souligné ici. On a une méthode ici qui est à la fois plus rapide et plus précise. Et surtout une méthode qui est vraiment assise sur les épaules de toutes les autres méthodes. Alors le papier, si vous voulez l'utiliser, tout est disponible, tout est en ligne. C'est une méthode qui est déjà en production, donc c'est sur bioRxiv. Alors je ne sais pas ce que veulent dire ces chiffres, là on a 111, ça nous met dans le 1% de je ne sais pas quoi, etc. On a essayé de convaincre l'éditeur que c'était quelque chose de très important, et puis bon, je crois pas qu'ils prêtent beaucoup d'attention à ces choses. Je veux juste un mot sur Nextflow. Peut-être certains d'entre vous font des pipelines d'analyse de RNA-seq, ces choses comme ça. Donc, on a développé Nextflow. Nextflow, c'est un outil, c'est un langage pour faire des pipelines. On a développé ça dans notre laboratoire. On n'aurait jamais pu faire les analyses que je vous ai montrées sans Nextflow. Nextflow nous permet de faire ces analyses de manière très reproductible, en utilisant, en containerisant toutes les méthodes, en mettant toutes ces choses-là ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui a été très important. La conclusion, c'est que l'algorithme régressif est plus loin, et plus rapide, qu'il a une complexité plus basse, il est plus précis, et bien entendu, il est plus versatile, parce qu'il va vous permettre d'utiliser n'importe quelle méthode. Donc il est très très adaptable. Tout ce travail que j'ai montré ici, c'est la conclusion d'une collaboration de nombreuses années avec beaucoup de gens, en particulier avec Fyodor Kondrachov ici, qui est à l'IST à Vienne, avec des étudiants en thèse à moi. Evan Floden est un étudiant en thèse, il a pris une part très importante dans ce travail. Donc tout ça, ce sont les gens qui ont travaillé là-dessus. Je veux terminer juste en faisant un tout petit peu de publicité. Donc en avril, j'ai lancé un nouveau journal avec OUP qui s'appelle NAR Genomics and Bioinformatics. Donc c'est NAR qui s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses maintenant qui étaient republiées en génomique, ils ont voulu refaire ce qu'ils avaient fait il y a une vingtaine d'années avec Bioinformatics, à une époque où NAR avait trop de papiers en informatique, en bioinformatique, ils avaient créé Bioinformatics. Et là, ils ont recréé un journal qui s'appelle NAR Genomics and Bioinformatics. Et donc on a lancé ce journal en avril, on commence à recevoir les premières soumissions. Donc si vous avez du travail qui rentre dans le scope de ces choses-là, donc c'est méthodologique, mais on veut aussi recommencer à accepter des résultats in silico. Par exemple, beaucoup de journaux ont décidé de ne plus accepter les choses qui étaient démontrées dans un ordinateur. Ce qui est un peu dommage parce que beaucoup des choses qu'on a dans un ordinateur aujourd'hui sont en réalité des données expérimentales, beaucoup plus qu'il y a une quinzaine d'années. Donc on peut refaire de la biologie à partir des données publiées. C'est une des choses aussi avec Michael Galperin et avec le NCBI qu'on va essayer de promouvoir. Donc si vous avez des idées et des papiers, c'est vrai que pour le moment on n'a pas de facteur d'impact, on n'a pas un accès dans PubMed, donc je comprends qu'il puisse y avoir un peu de réticence, mais j'espère que c'est un journal qui... Enfin en tout cas on a un retour très positif.
Et je vous remercie de votre attention.